Je m'appelle Bradford et, à 32 ans, j'avais passé toute ma vie dans l'ombre de mon jeune frère, Adam. Alors que je travaillais comme comptable de niveau intermédiaire chez Henderson et Associés, survivant avec un salaire modeste, Adam avait toujours été le favori de la famille depuis sa naissance, il y a 28 ans. Il était l'athlète vedette au lycée, le major de promotion qui avait reçu une bourse complète et obtenu plus tard son MBA dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays. Notre père, Robert, possédait une entreprise de construction prospère qui était dans notre famille depuis 3 générations. C'était un homme travailleur qui avait bâti son empire à partir de rien. Mais il ne manquait jamais une occasion de me comparer défavorablement à Adam. Chaque dîner de famille devenait une récitation des dernières réussites d'Adam, tandis que mes propres accomplissements passaient inaperçus. Quand j'ai obtenu mon diplôme en comptabilité au State College, payant moi-même mes études grâce à des prêts étudiants et des emplois à temps partiel, mon père l'a à peine reconnu. Quand Adam a obtenu son MBA, ils lui ont organisé une fête qui a coûté plus cher que mes frais de scolarité d'une année entière. Ma mère, Sarah, était peut-être encore pire. Elle défendait constamment la moindre erreur d'Adam tout en critiquant mes réussites avec une précision chirurgicale. Si Adam rentrait ivre d'une fête universitaire, c'était parce qu'il était stressé par ses cours exigeants. Si je restais dehors après minuit pour réviser mes examens finaux, j'étais irresponsable et inconsidéré. Elle trouvait à redire à tout ce que je faisais, de ma façon de m'habiller à la carrière que j'avais choisie, tout en louant Adam pour le simple fait de respirer. L'inégalité devenait encore plus apparente lorsqu'il s'agissait de l'implication dans l'entreprise familiale. Chaque fois que j'exprimais mon intérêt à rejoindre l'entreprise de construction, mon père trouvait des excuses pour m'en tenir éloigné. Il prétendait que je manquais des qualités de leadership nécessaires pour l'entreprise familiale, que ma personnalité était trop analytique et pas assez dynamique pour le travail de construction. Mais au moment où Adam a obtenu son MBA, on lui a immédiatement donné un poste de direction en tant que directeur financier, malgré son absence totale d'expérience dans la construction ou la finance. Pendant des années, j'ai regardé Adam recevoir toutes les opportunités qui m'avaient été refusées. Alors que je luttais pour rembourser mes prêts étudiants et bâtir ma modeste carrière, Adam recevait un salaire à 6 chiffres, une voiture de fonction et un bureau d'angle. Le favoritisme était si flagrant que même les membres de notre famille élargie commençaient à le remarquer, bien qu'aucun d'eux ne m'ait jamais rien dit directement. Il y a 3 mois, tout a changé lorsque mon père m'a demandé d'examiner les livres de compte de l'entreprise lors d'une consultation de routine. Il a prétendu que c'était juste une formalité, quelque chose que la compagnie d'assurance exigeait pour le renouvellement annuel de leur police. J'aurais dû me méfier de sa soudaine volonté de m'impliquer, mais j'étais tellement reconnaissant pour toute reconnaissance de mes compétences professionnelles que j'ai accepté immédiatement. En épluchant les dossiers financiers dans mon petit appartement, travaillant tard dans la nuit après mon travail habituel, j'ai commencé à remarquer des irrégularités qui m'ont donné la nausée. Il y avait des transferts de fonds systématiques qui ne correspondaient à aucune dépense professionnelle légitime, des factures falsifiées de fournisseurs que je ne pouvais pas vérifier, et des retraits d'espèces mystérieux totalisant près de 2 millions de dollars sur une période de 3 ans. Plus je creusais, plus il devenait évident que quelqu'un détournait des fonds de l'entreprise familiale à grande échelle. Les preuves pointaient directement vers Adam. En tant que directeur financier, il avait accès à tous les systèmes financiers, et sa signature électronique figurait sur chaque transaction frauduleuse. Le schéma était sophistiqué, mais pas parfait, et mon œil exerçait à repérer les divergences qu'un observateur occasionnel aurait manquées. J'ai réalisé que mon frère, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal, volait systématiquement notre famille depuis des années. J'ai fait face à un dilemme moral impossible. Dénoncer Adam détruirait notre famille et enverrait potentiellement mon frère en prison. Mais permettre au détournement de fonds de continuer mettrait finalement en faillite l'entreprise que mon père avait passé sa vie à bâtir, mettant des dizaines d'employés au chômage et détruisant l'héritage de notre famille. J'ai passé des nuits blanches à peser mes options, sachant que chaque choix déchirerait notre famille. Finalement, j'ai décidé d'approcher Adam en privé. J'ai arrangé une rencontre dans un café du centre-ville, loin du bureau et de notre maison familiale. Quand je lui ai montré les preuves que j'avais compilées, sa façade confiante s'est effondrée instantanément. Le frère que j'avais envié pendant tant d'années a éclaté en sanglots, avouant une addiction au jeu qui était devenue complètement incontrôlable. Adam a avoué qu'il devait des dettes massives à des gens dangereux. Des usuriers qui avaient menacé non seulement sa vie, mais celle de toute notre famille. Il avait commencé avec de petites sommes, pensant pouvoir remplacer l'argent avant que quiconque ne le remarque. Mais l'addiction au jeu l'a consumé. Chaque fois qu'il pensait avoir touché le fond,
il trouvait de nouveaux moyens d'accéder au fond de l'entreprise, croyant toujours que le prochain gros gain résoudrait tous ses problèmes. À travers ses larmes, Adam m'a supplié de l'aider à étouffer l'affaire. Il a promis de tout rembourser, a prétendu qu'il se faisait soigner pour son addiction, et a juré sur la tête de notre mère qu'il ne volerait plus jamais un centime. Malgré des décennies de ressentiment, je me suis retrouvé ému par sa vulnérabilité. C'était mon petit frère, le même gamin que j'avais protégé des brutes à l'école primaire, et il avait besoin de mon aide. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de l'aider. Nous avons travaillé ensemble pour créer un plan de remboursement utilisant mes économies et des prêts personnels que je prendrais sur mes modestes actifs. J'ai liquidé mon compte retraite, pris une seconde hypothèque sur mon petit appartement et même emprunté de l'argent sur mes cartes de crédit. En l'espace de 2 semaines, nous avons réussi à remplacer près de 400 000 $ de l'argent volé, et j'ai aidé Adam à créer une trace écrite crédible pour expliquer les divergences temporaires. Je pensais que nous progressions vers la résolution de la situation, mais j'étais naïf quant à la profondeur de la tromperie d'Adam. 2 semaines après notre conversation émotive, alors que je menais un examen de suivi des finances de l'entreprise, j'ai découvert qu'Adam n'avait jamais cessé de détourner des fonds. Au lieu d'utiliser mon aide comme une chance de se racheter, il l'avait utilisée comme couverture pour voler 300 000 $ supplémentaires. Mais la trahison allait bien plus loin que le vol continu. J'ai appris de notre ami commun Danny qu'Adam répandait des rumeurs dans tout notre cercle social, disant que c'était moi qui avais des problèmes de jeu. Il disait aux gens que j'agissais bizarrement, que je faisais des mouvements financiers désespérés et que je posais des questions suspectes sur l'entreprise familiale. Il a dressé un portrait de moi comme un frère aîné instable et jaloux qui cherchait des moyens de saboter son succès. Quand j'ai confronté nos parents au sujet du vol d'Adam, armés de preuves irréfutables, ils ont refusé de me croire. Au lieu de cela, ils ont cru la version des faits d'Adam, qui me dépeignait comme un frère désespéré et jaloux, essayant de le piéger par ressentiment. Sarah m'a regardé avec dégoût et m'a accusé d'essayer de détruire Adam par méchanceté. Robert a secoué la tête tristement et a dit qu'il avait toujours su que je nourrissais du ressentiment envers le succès d'Adam, mais qu'il n'avait jamais imaginé que je m'abaisserais à des mesures aussi désespérées. L'enfant chéri avait réussi à transformer ma tentative de sauver notre famille en preuve de ma propre faillite morale. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé qu'aucune quantité de preuves ou de vérité ne suffirait jamais à surmonter leur favoritisme aveugle envers Adam. Les semaines qui ont suivi ma tentative ratée d'exposer Adam sont devenues un cauchemar que je n'aurais jamais pu imaginer. La campagne de manipulation d'Adam contre moi était si sophistiquée et complète que j'ai commencé à remettre en question ma propre santé mentale. Il ne s'est pas contenté de nier mes accusations. Il a systématiquement démantelé ma crédibilité tout en se positionnant comme la victime de ma supposée jalousie et de mon instabilité mentale. Adam a dit à nos parents que je l'avais approché avec des théories du complot délirantes sur de l'argent manquant de l'entreprise. Il a prétendu que lorsqu'il a essayé de me raisonner, je suis devenu violent et menaçant, exigeant qu'il m'aide à dissimuler des irrégularités financières que j'avais créées. Selon sa version des faits, je détournais de l'argent de mes propres clients en comptabilité depuis des mois et j'essayais désespérément de rejeter la faute sur lui alors que l'étau se resserrait. Pour étayer son histoire, Adam a produit de fausses preuves qui semblaient montrer que je volais Henderson et associés. Il avait réussi à obtenir des copies de dossiers clients et créer des faux convaincants qui donnaient l'impression que je manipulais des comptes et redirigeais des fonds vers des comptes personnels. La documentation était si bien conçue que même moi, j'ai été momentanément stupéfait par son apparence légitime. Ma mère, Sarah, est devenue la défenseuse la plus virulente d'Adam, m'appelant à toute heure pour hurler à propos de ma trahison envers la famille. Elle m'a accusé d'avoir toujours été jaloux du succès d'Adam et a affirmé que mes accusations étaient la preuve finale de la personne amère et rancunière que j'avais toujours été. Elle m'a dit que je n'étais plus le bienvenu chez eux et qu'elle avait honte de m'appeler son fils. Mon père, Robert, était plus mesuré dans sa réponse, mais sa déception était peut-être encore plus dévastatrice. Il m'a dit calmement qu'il avait toujours espéré que je surmonterais ma jalousie envers Adam, mais que mes fausses accusations avaient prouvé que j'étais fondamentalement malhonnête et indigne de confiance. Il a dit qu'il ne pouvait plus me recommander à aucun de ses associés commerciaux et que mon cabinet comptable souffrirait probablement une fois que la nouvelle de mon prétendu vol auprès de clients se répandrait. L'isolement s'étendait bien au-delà de ma famille immédiate. Ma petite amie Jessica, que je fréquentais depuis 2 ans et que j'avais prévu de demander en mariage, a commencé à recevoir des messages anonymes contenant des copies des fausses preuves qu'Adam avait créées. Les messages détaillaient ma supposée addiction au jeu, ma détresse financière et mon historique de mensonges pour couvrir mes problèmes. Jessica m'a confronté, les larmes aux yeux,
me demandant depuis combien de temps je lui mentais sur qui j'étais vraiment. Ma réputation professionnelle a commencé à s'effondrer alors que les rumeurs se répandaient dans notre petite communauté d'affaires. Quelqu'un avait envoyé des dénonciations anonymes au Conseil de l'Ordre des comptables, alléguant que je volais des clients et manipulais des dossiers financiers. Bien que je susse que l'enquête finirait par me disculper, la simple existence d'une enquête suffisait à nuire à ma crédibilité auprès des clients actuels et potentiels. Pendant ce temps, Adam continuait son détournement de fonds avec encore plus d'audace, croyant apparemment qu'il avait réussi à neutraliser toute menace que je pourrais poser à son opération. Il avait appris de notre précédente confrontation et était maintenant plus prudent pour couvrir ses traces, mais son vol avait en fait accéléré plutôt que cessé. J'ai réalisé que ma tentative de l'aider ne lui avait donné que plus de confiance en sa capacité à manipuler la situation. Mais la manipulation d'Adam allait bien plus loin que je ne l'avais initialement réalisé. En commençant à enquêter plus en profondeur sur ses activités, j'ai découvert qu'il utilisait mes identifiants comptables pour autoriser certaines des transactions frauduleuses. D'une manière ou d'une autre, il avait obtenu l'accès à mes mots de passe professionnels et signatures électroniques, donnant l'impression que j'avais été complice du stratagème de détournement de fonds depuis le début. La trace écrite qu'Adam avait créée était diaboliquement intelligente. Elle montrait un modèle de collaboration entre nous, mes identifiants étant utilisés pour approuver des transferts qui nous profitaient financièrement à tous les deux. Tout enquêteur examinant les preuves conclurait que je n'étais pas seulement un co-conspirateur, mais potentiellement le cerveau de toute l'opération, utilisant mon expertise comptable pour concevoir et exécuter le vol. J'ai consulté l'avocate Jennifer Walsh, une avocate de la défense pénale qui m'avait été recommandée par un collègue. Après avoir examiné les preuves fabriquées par Adam, elle m'a dit sans détour que j'étais en grave danger juridique. La fausse documentation était assez sophistiquée pour convaincre un procureur, et mes tentatives d'exposer Adam pourraient être interprétées comme des efforts pour détourner le blâme de moi-même quand j'ai réalisé que j'étais sur le point d'être pris. Jennifer m'a conseillé de rassembler des preuves concrètes de la tromperie d'Adam avant que les forces de l'ordre ne soient impliquées. Elle m'a averti qu'une fois qu'une enquête commencerait, les preuves fabriquées contre moi seraient extrêmement difficiles à surmonter, surtout compte tenu de la réputation impeccable d'Adam et de la volonté de ma famille de témoigner contre moi. J'ai commencé à mener ma propre enquête sur les activités d'Adam, travaillant les nuits et les week-ends pour découvrir la vérité tout en conservant mon emploi de jour et en faisant face à la destruction continue de mes relations personnelles. Ce que j'ai découvert était bien plus vaste qu'un simple détournement de fonds motivé par une addiction au jeu. Adam avait créé un réseau élaboré de crimes financiers qui s'étendait bien au-delà de l'entreprise de construction de notre famille. Il volait de multiples comptes d'entreprise, créant des sociétés écrans pour blanchir de l'argent et menant une double vie impliquant des voitures coûteuses, des vacances de luxe et des divertissements haut de gamme qui dépassaient de loin même son généreux salaire. J'ai trouvé des preuves des liens d'Adam avec des joueurs professionnels et des usuriers, mais j'ai aussi découvert qu'il devait de l'argent à des gens impliqués dans des activités criminelles beaucoup plus graves. Ces dettes n'étaient pas seulement liées au jeu. Il empruntait de l'argent à des figures du crime organisé pour financer un style de vie excessif qu'il ne pouvait pas maintenir même avec ses vols dans l'entreprise familiale. Le plus choquant de tout, j'ai appris qu'Adam prévoyait de fuir le pays avec les fonds volés restants. Il déplaçait lentement de l'argent vers des comptes offshore et avait même demandé un passeport sous un nom d'emprunt. Son plan était de disparaître complètement, laissant derrière lui les décombres de l'entreprise familiale et ma réputation détruite. Quand j'ai confronté Adam avec ces nouvelles preuves, menaçant de tout exposer aux autorités, il a révélé toute l'étendue de sa préparation pour ce moment. Il m'a calmement informé qu'il avait déjà déposé un rapport de police affirmant que je l'avais menacé de violence lors de notre précédente confrontation. Il m'a montré une ordonnance restrictive qu'il avait obtenue en mentant à un juge sur mon comportement, affirmant que je devenais de plus en plus instable et dangereux à mesure que mes propres crimes étaient sur le point d'être exposés. L'ordonnance restrictive signifiait que tout contact ultérieur entre nous pourrait entraîner mon arrestation, me réduisant efficacement au silence pendant qu'il terminait ses plans d'évasion. Adam avait systématiquement détruit ma réputation, m'avait isolé de ma famille et avait créé un cadre juridique qui me faisait passer pour le criminel dangereux tandis qu'il jouait le rôle de la victime innocente. Alors que je me tenais dans mon appartement vide ce soir-là, tenant l'ordonnance restrictive et réalisant toute l'ampleur de la trahison d'Adam, j'ai compris qu'il planifiait ma chute depuis des mois, peut-être même des années. Chaque acte de coopération apparente, chaque moment de vulnérabilité qu'il m'avait montré avait été des mouvements calculés dans un jeu où j'étais toujours destiné à être le pion sacrifié. La véritable ampleur de la manipulation d'Adam est devenue claire au cours des semaines suivantes alors que je reconstituais le stratagème élaboré qu'il construisait depuis des mois. Ce n'était pas une dissimulation désespérée par un accro au jeu qui avait perdu pied.
C'était un plan soigneusement orchestré pour détruire ma vie pendant qu'il s'échappait avec des millions de dollars volés. Grâce à mon enquête privée, j'ai découvert qu'Adam planifiait ma chute depuis le jour où notre père m'a demandé d'examiner les livres de l'entreprise. La demande ne venait pas du tout de la compagnie d'assurance. Adam l'avait suggéré à notre père comme moyen de m'impliquer dans la situation afin que je puisse être piégé pour ses crimes. Il savait que mon passé de comptable ferait de moi le bouc émissaire parfait, et il préparait des preuves contre moi bien avant que je ne découvre son vol. Adam avait créé un faux récit sur mon addiction au jeu, soutenu par des mois de preuves soigneusement plantées. Il avait utilisé mes cartes de crédit à mon insu lors de réunions de famille, accumulant des dettes de jeu dans des casinos et sur des sites de paris en ligne. Il avait accédé à mon ordinateur lors de visites de vacances chez nos parents, créant une trace numérique montrant des recherches approfondies sur les stratégies de casino et les systèmes de jeu. Les fausses factures et les irrégularités financières qui m'impliquaient n'étaient pas des faux créés à la hâte. C'étaient des documents sophistiqués qui avaient été préparés pendant des mois par quelqu'un ayant accès au système de l'entreprise et une compréhension intime des procédures comptables. Adam construisait lentement un dossier contre moi tout en continuant son propre vol, s'assurant que lorsque la découverte inévitable arriverait, toutes les preuves pointeraient vers moi plutôt que vers lui. Lors d'une confrontation familiale particulièrement dévastatrice, ma mère Sarah a officiellement annoncé qu'elle et notre père me déshéritaient. Ils avaient modifié leur testament pour tout laisser à Adam, y compris l'entreprise familiale, leur maison et tous leurs biens personnels. Sarah m'a dit en larmes qu'elle ne voulait plus jamais me revoir, que j'avais brisé son cœur en essayant de détruire Adam par jalousie et méchanceté. L'impact sur ma vie professionnelle a été tout aussi catastrophique. Mon employeur, Henderson et Associés, a été contraint de me placer en congé administratif en attendant les résultats de l'enquête du Conseil comptable de l'État. La nouvelle des allégations s'est rapidement répandue dans notre communauté professionnelle, et plusieurs de mes clients de longue date ont annulé leur contrat plutôt que de risquer d'être associés à quelqu'un soupçonné de crimes financiers. Jessica a finalement mis fin à notre relation lors d'une confrontation larmoyante au cours de laquelle elle m'a présenté une enveloppe contenant des copies de toutes les preuves qu'Adam avait fabriquées contre moi. Elle m'a dit qu'elle avait voulu croire en mon innocence, mais que la documentation était trop étendue et convaincante pour être ignorée. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'avoir vécu avec un étranger et qu'elle ne pouvait rien croire de ce que je lui avais dit. L'isolement était complet et dévastateur. Mes quelques amis restants ont pris leur distance alors que les rumeurs se répandaient dans notre communauté. Des gens que je connaissais depuis des années traversaient la rue pour éviter de me parler. Ma réputation dans la petite communauté d'affaires où j'avais travaillé pour bâtir ma clientèle était totalement détruite. Pendant ce temps, la détective Maria Santos de l'unité des crimes financiers a commencé son enquête sur l'affaire de détournement de fonds. Initialement, elle s'est concentrée entièrement sur moi, sur la base du témoignage convaincant d'Adam et de la montagne de fausses preuves qu'il avait fournies. Adam paraissait complètement coopératif lors de ses interrogatoires, jouant le rôle du frère inquiet dévasté par ma trahison, mais déterminé à aider les forces de l'ordre à récupérer les fonds volés. Lorsque j'ai fourni à la détective Santos mes propres preuves concernant les activités d'Adam, elle est restée sceptique. La documentation que j'avais rassemblée ressemblait à des tentatives désespérées de rejeter la faute, surtout comparée au dossier complet qui avait été monté contre moi. La réputation d'Adam dans la communauté était impeccable, tandis que mes prétendus crimes financiers me faisaient paraître assez désespéré pour tenter n'importe quelle tromperie afin d'éviter les conséquences. Réalisant que je faisais face à de potentielles accusations criminelles pour des crimes que je n'avais pas commis, j'ai pris la décision désespérée de vendre ma voiture et de contracter un prêt sur mon appartement pour engager un détective privé. J'ai contacté Tommy Walsh, un ancien détective de police qui avait quitté les forces de l'ordre pour lancer son propre service d'enquête spécialisé dans la criminalité en col blanc. Tommy coûtait cher, mais il était la seule personne qui semblait disposée à écouter ma version de l'histoire sans préjugés. Après avoir examiné toutes les preuves, tant contre moi que celles que j'avais rassemblées sur Adam, il a convenu que quelque chose ne collait pas. Il a souligné plusieurs incohérences dans le dossier contre moi qui suggéraient une manipulation sophistiquée plutôt qu'une activité criminelle authentique. Walsh a commencé à enquêter sur les activités d'Adam avec la minutie que seul un ancien policier pouvait fournir. En 2 semaines, il avait découvert les dettes de jeu secrètes d'Adam et ses liens avec des organisations criminelles qui s'étendaient bien au-delà de simples usuriers. Il a découvert qu'Adam blanchissait de l'argent pour une famille du crime organisée par le biais de l'entreprise de construction de notre famille, utilisant des opérations commerciales légitimes pour blanchir des fonds provenant du trafic de drogue et d'autres activités illégales. L'ampleur de l'opération criminelle était stupéfiante. L'entreprise de notre famille, que mon père avait bâtie au cours de décennies de travail honnête,
avait été utilisé comme façade pour des activités de blanchiment d'argent pendant près de 3 ans. Adam ne se contentait pas de voler l'entreprise. Il l'utilisait pour traiter des millions de dollars de produits criminels, prenant un pourcentage pour lui-même tout en mettant toute notre famille en danger de poursuites fédérales. Walsh a également découvert qu'Adam planifiait son évasion depuis des mois, déplaçant lentement des fonds vers des comptes offshore et préparant de faux documents d'identité. Il avait utilisé sa position de directeur financier pour établir des relations financières avec des banques dans des pays qui n'avaient pas de traité d'extradition avec les États-Unis, créant un refuge sur où il pourrait disparaître avec l'argent volé. Le plus inquiétant de tout, Walsh a trouvé des preuves qu'Adam avait cherché des moyens de s'assurer que je serais poursuivi pour ses crimes même après sa disparition. Il avait consulté des avocats sur la façon de structurer les preuves pour garantir une condamnation, et il avait même fait des recherches sur la jurisprudence concernant les membres de la famille poursuivis pour des crimes financiers. Alors que nous nous préparions à présenter nos conclusions à la détective Santos, espérant blanchir mon nom et exposer le vaste réseau criminel d'Adam, Adam a découvert notre enquête. Quelqu'un lui fournissait des informations sur nos activités. Peut-être quelqu'un au sein du service de police ou du bureau du procureur qui avait été corrompu par la même organisation criminelle avec laquelle Adam travaillait. Adam a accéléré son plan d'évasion et a agi pour neutraliser la menace que je posais à son opération. Je suis rentré chez moi après avoir rencontré Walsh pour trouver Adam m'attendant dans mon appartement avec 2 hommes armés que je ne reconnaissais pas. L'enfant chéri avec qui j'avais grandi avait disparu, remplacé par quelqu'un de froid et désespéré, prêt à menacer de meurtre pour protéger son entreprise criminelle. Adam m'a calmement informé qu'il était au courant de mon enquête et a exigé que je remette toutes les preuves que Walsh et moi avions rassemblées. Il m'a donné une description détaillée de tout ce que nous avions découvert, prouvant qu'il surveillait nos activités depuis des semaines. Les 2 hommes avec lui ont clairement fait comprendre qu'ils étaient prêts à me tuer si je ne coopérais pas en détruisant les preuves et en avouant le détournement de fonds. Pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment peur de mon jeune frère. L'homme charmant et prospère que notre famille avait toujours adoré se révélait être quelqu'un capable de violence et de meurtre. Il m'a dit que j'avais 24 heures pour détruire toutes les preuves de ses crimes et signer des aveux, prenant l'entière responsabilité du détournement de fonds, ou je disparaîtrais simplement comme d'autres qui avaient menacé son opération. Le délai de 24 heures qu'Adam m'avait donné ressemblait à un compte à rebours avant mon exécution. Assis dans mon appartement ce soir-là, fixant la carte de visite que la détective Santos m'avait donnée des semaines plus tôt, j'ai réalisé que je n'avais qu'une seule chance de survivre à ce cauchemar et d'exposer la vérité sur l'empire criminel de mon frère. J'ai appelé la détective Santos à 6 heures du matin, la réveillant pour tout avouer sur les menaces contre ma vie et l'implication d'Adam dans le crime organisé. Initialement, elle était sceptique, pensant que cela pourrait être une autre tentative désespérée de rejeter la faute. Mais quand j'ai proposé de porter un micro et de rencontrer Adam pour enregistrer ses aveux, elle a accepté d'écouter. En quelques heures, la détective Santos s'était coordonnée avec des agents du FBI spécialisés dans les affaires de crime organisé. L'agent Michael Rodriguez a expliqué qu'ils enquêtaient sur des opérations de blanchiment d'argent dans notre région depuis des mois et étaient impatients de rassembler des preuves sur le réseau criminel qui utilisait des entreprises légitimes pour blanchir des fonds illégaux. Tommy Walsh a travaillé avec les agents fédéraux pour mettre en place une opération de surveillance élaborée. Ils m'ont équipé d'un matériel d'enregistrement sophistiqué et ont positionné des équipes de surveillance autour du lieu de rendez-vous qu'Adam avait choisi. Le plan était d'enregistrer les aveux d'Adam sur le détournement de fonds et ses menaces contre ma vie, tout en rassemblant des preuves sur l'organisation criminelle plus large avec laquelle il travaillait. Mais avant que l'opération d'infiltration ne puisse avoir lieu, le FBI a reçu des renseignements qui ont semé la panique. Sur la base d'écoute téléphonique d'associés criminels connus, ils ont appris qu'Adam planifiait quelque chose de bien plus radical que de simplement me menacer. Il allait éliminer tous les témoins potentiels de ces crimes, à commencer par nos parents. Le matin même où je devais rencontrer Adam en portant le micro, des agents du FBI ont fait une descente dans l'entreprise de construction de notre famille sur la base des preuves que Walsh et moi avions fournies concernant l'opération de blanchiment d'argent. Ils sont arrivés avec des mandats de perquisition et des experts comptables judiciaires qui ont immédiatement commencé à documenter les crimes financiers étendus qui avaient été menés à travers l'entreprise. Mes parents, Sarah et Robert, ont été arrêtés sur le chantier de construction et inculpés comme complices potentiels du stratagème de blanchiment d'argent. Les agents du FBI ont expliqué que bien qu'ils soupçonnassent mes parents d'être des victimes involontaires de la manipulation d'Adam, ils devaient être détenus jusqu'à ce que l'étendue de leur implication puisse être déterminée. La couverture médiatique a été immédiate et dévastatrice, avec des équipes de journalistes diffusant des images de mes parents emmenés menottes au poignet.
La réaction d'Adam à la descente a été rapide et terrifiante. Plutôt que de fuir immédiatement, comme je m'y attendais, il est devenu de plus en plus désespéré et violent. Les contacts de Tommy Walsh dans les forces de l'ordre nous ont averti qu'Adam avait mis un contrat sur ma tête par l'intermédiaire de ses associés criminels, offrant une somme substantielle pour ma mort avant que je ne puisse témoigner de ses activités. L'opération d'écoute a pris une nouvelle urgence alors que les agents fédéraux réalisaient que le désespoir d'Adam le rendait plus dangereux, mais aussi plus susceptible d'avouer ses crimes sur bande. J'ai rencontré Adam dans l'entrepôt abandonné qu'il avait choisi, portant un équipement d'enregistrement qui capturerait tout ce qu'il dirait pendant que les agents du FBI se positionnaient autour du bâtiment. Adam semblait calme à mon arrivée, mais son attitude a rapidement changé quand j'ai refusé de signer les aveux qu'il avait préparés. Il a admis toute l'opération criminelle, y compris son vol dans l'entreprise familiale et son implication dans le blanchiment d'argent. Il a révélé qu'il ne s'était jamais soucié de notre famille et avait toujours prévu de disparaître avec des millions volés une fois qu'il aurait accumulé assez d'argent pour vivre confortablement à l'étranger. Mais Adam a fait une dernière révélation qui m'a glacé le sang. Il m'a dit qu'il avait placé des engins explosifs dans la maison de nos parents. Minutés pour exploser pendant le journal télévisé du soir, quand la couverture médiatique de leur arrestation serait à son apogée. Son plan était de tuer Sarah et Robert pour les éliminer en tant que témoins potentiels, puis de fuir le pays pendant que les forces de l'ordre s'occupaient de l'attentat. Les équipes du FBI écoutant le micro ont perdu le contact avec moi car les associés d'Adam utilisaient un équipement de brouillage sophistiqué pour bloquer toutes les communications dans la zone. J'étais seul avec un frère qui s'était révélé capable d'assassiner nos propres parents pour couvrir ses traces. L'enfant chéri que notre famille vénérait depuis des décennies planifiait de commettre la trahison ultime. J'ai réalisé que je devais choisir entre ma propre sécurité et sauver la vie de parents qui m'avaient déshérité et cru le pire à mon sujet pendant des mois. Malgré tout ce qu'il m'avait fait subir, malgré les années de favoritisme et les récents mois de haine et de rejet, je ne pouvais pas laisser Adam les assassiner de sang-froid. J'ai réussi à m'échapper de l'entrepôt à un moment où Adam était distrait par un appel téléphonique de l'un de ses associés criminels. Fonçant dans les rues de la ville dans une voiture que j'avais empruntée à Walsh, j'ai désespérément essayé d'atteindre la maison de mes parents avant que les bombes n'explosent. J'ai appelé leur numéro de téléphone à plusieurs reprises, mais ils refusaient de répondre à cause de l'ordonnance restrictive et de leur conviction que j'étais un criminel dangereux. Le FBI avait perdu ma trace et ne pouvait pas se coordonner avec les équipes locales de déminage car ils ne savaient pas où se trouvaient les engins explosifs. J'étais la seule personne à pouvoir avertir mes parents de la menace immédiate qui pesait sur leur vie, et je devais les atteindre avant la fin du compte à rebours d'Adam. Je suis arrivé à ma maison d'enfance pour trouver la voiture d'Adam dans l'allée et les lumières allumées dans toute la maison. Par les fenêtres, je pouvais voir mes parents assis dans le salon avec Adam, ayant apparemment une conversation familiale normale, tout en étant entourés d'engins explosifs cachés qui pouvaient tous les tuer à tout moment. Adam les retenait en otage tout en maintenant la façade d'un fils inquiet qui les protégeait de son dangereux frère aîné. Quand j'ai fait irruption par la porte d'entrée, Sarah et Robert m'ont regardé avec terreur, croyant que j'étais venu leur faire du mal comme Adam les avait avertis. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais dans la même pièce avec toute ma famille. Mais au lieu des retrouvailles que j'avais toujours imaginées, nous étions tous confrontés à la possibilité d'une mort violente. Adam a calmement révélé sa vraie nature à nos parents, expliquant qu'il leur avait menti sur tout et qu'il était prêt à les tuer pour protéger son opération criminelle. Sarah et Robert ont enfin vu Adam pour qui il était vraiment alors qu'il menaçait leur vie avec une indifférence désinvolte. L'enfant chéri qu'ils avaient favorisé pendant 30 ans se révélait être quelqu'un qui les considérait comme des obstacles jetables plutôt que comme des membres de la famille bien-aimée. Ils ont écouté avec horreur alors qu'il détaillait ses plans pour les assassiner et me faire porter le chapeau pour leur mort. À travers leur choc et leur terreur, mes parents ont finalement compris qu'ils s'étaient catastrophiquement trompés sur leurs deux fils. Ils ont réalisé que je disais la vérité sur les crimes d'Adam et que leur favoritisme avait permis à un monstre de prospérer, qui était maintenant prêt à tout les détruire. La confrontation dans ma maison d'enfance semblait surréaliste alors que les 3 personnes qui avaient façonné toute ma vie étaient figées de terreur pendant qu'Adam expliquait son plan pour les assassiner. Mes parents, Sarah et Robert, me regardaient avec un mélange de peur et de reconnaissance naissante que tout ce qu'ils avaient cru sur leurs 2 fils était complètement inversé. Adam tenait un détonateur à la main, expliquant calmement qu'il avait placé plusieurs engins explosifs dans toute la maison et qu'ils pouvaient tous nous tuer instantanément si quelqu'un essayait de partir ou d'appeler à l'aide. Il a dit à nos parents que leur mort me serait imputée, à moi, le frère aîné instable qui avait finalement craqué et décidé de tuer sa famille par jalousie et ressentiment.
J'ai réalisé que je devais faire parler Adam tout en espérant que le FBI finirait par nous retrouver à la maison. J'ai engagé la conversation sur ses activités criminelles, essayant de lui faire avouer plus de détails qui pourraient être captés par tout équipement de surveillance fonctionnant encore malgré ses dispositifs de brouillage. Adam semblait prendre plaisir à révéler toute l'étendue de sa tromperie à nos parents, décrivant en détail comment il les avait manipulés pendant des années tout en volant des millions de dollars à l'entreprise familiale. Il a expliqué comment il avait systématiquement détruit ma réputation tout en se positionnant comme la victime innocente de ma jalousie et de mon instabilité mentale. Sarah a commencé à pleurer en réalisant à quel point elle avait été trompée par le fils qu'elle avait toujours favorisé. Elle s'est excusée auprès de moi à travers ses larmes, reconnaissant qu'elle avait été aveugle à la vraie nature d'Adam et m'avait traité injustement pendant des décennies. Robert était assis dans un silence stupéfait, son visage montrant la dévastation d'un homme qui réalisait que le travail de sa vie avait été utilisé à des fins criminelles. Malgré le danger immédiat auquel nous étions tous confrontés, je me suis retrouvé à pardonner à mes parents leurs années de favoritisme et leur récent rejet. J'ai compris qu'ils avaient été manipulés par quelqu'un qui était expert en tromperie, et leur reconnaissance de leurs erreurs était plus significative que toutes les excuses que j'avais jamais imaginé recevoir. Pendant que nous parlions, je me suis progressivement rapproché d'Adam, cherchant une opportunité de le maîtriser et de l'empêcher de faire exploser les charges. Mais Adam était conscient de mes intentions et gardait le détonateur positionné de manière à ce que tout mouvement soudain déclenche les engins. Il semblait apprécier la torture psychologique de nous forcer à confronter nos dynamiques familiales face à une mort imminente. L'équipe de déminage du FBI est finalement arrivée après avoir reçu des renseignements sur la menace d'Adam grâce à leurs écoutes téléphoniques de ses associés criminels. L'agent Rodriguez a coordonné la réponse tactique tandis que les experts en déminage travaillaient pour localiser et désamorcer les engins explosifs qu'Adam avait cachés dans toute la maison. Je pouvais entendre du mouvement à l'extérieur de la maison alors que les équipes des forces de l'ordre se positionnaient autour du bâtiment. Mais Adam avait anticipé cette réponse et avait positionné les bombes pour empêcher toute tentative de sauvetage. Il nous a dit que les engins étaient conçus pour exploser si quelqu'un entrait dans la maison sans ses instructions spécifiques. Réalisant que nous manquions de temps, j'ai pris la décision désespérée d'attaquer physiquement Adam à un moment où il était distrait par des bruits à l'extérieur. Nous avons lutté pour le contrôle du détonateur pendant que mes parents se mettaient à l'abri, et j'ai réussi à faire tomber l'appareil de ses mains avant que les agents du FBI ne prennent d'assaut la maison. L'équipe tactique a arrêté Adam tandis que les experts en déminage ont immédiatement commencé à désamorcer les engins explosifs qu'il avait plantés dans toute la maison. Il y avait 6 bombes distinctes cachées dans les murs et les meubles, chacune assez puissante pour détruire complètement la maison et tuer quiconque se trouvait à l'intérieur. La sophistication des engins explosifs révélait l'étendue des liens d'Adam avec des criminels professionnels. Pendant que les ambulanciers soignaient les blessures mineures que j'avais subies lors de la lutte avec Adam, je regardais les agents du FBI arrêter plusieurs de ses associés criminels qui surveillaient la situation depuis des endroits proches. Les raids coordonnés à travers la ville ont abouti à l'arrestation de dizaines de personnes impliquées dans l'opération de blanchiment d'argent qui avait utilisé notre entreprise familiale comme façade. Mais Adam avait un dernier acte de vengeance qu'aucun de nous n'avait anticipé. Lors de son arrestation, il a révélé qu'il avait enregistré tout ce qui s'était passé dans la maison et avait fait en sorte qu'une vidéo de confession soit automatiquement téléchargée sur les plateformes de médias sociaux, quoi qu'il lui arrive. La vidéo blanchissait complètement mon nom, montrant Adam admettant tous ses crimes tout en menaçant d'assassiner nos parents. Mais elle impliquait également plusieurs dirigeants communautaires et chefs d'entreprise qui s'étaient retrouvés impliqués à leur insu dans le stratagème de blanchiment d'argent par le biais de relations commerciales légitimes avec notre entreprise familiale. La détective Santos m'a expliqué que l'acte final d'Adam était conçu pour détruire autant de réputation que possible, s'assurant que même son arrestation causerait un maximum de dommages à tout le monde autour de lui. Il avait passé des mois à planifier non seulement son évasion, mais la destruction complète du leadership commercial et politique de notre communauté. L'ampleur du réseau criminel dans lequel Adam était impliqué a été révélée au cours des jours suivants alors que les agents du FBI traitaient les preuves issues des raids. L'entreprise de construction de notre famille avait été utilisée pour blanchir plus de 20 millions de dollars de produits criminels sur une période de 3 ans, ce qui en faisait l'une des plus grandes opérations de blanchiment d'argent jamais découvertes dans notre État. Mes parents ont été libérés après que les enquêteurs ont déterminé qu'ils avaient été des victimes involontaires de la manipulation d'Adam plutôt que des participants volontaires à ces crimes. Le procureur fédéral a expliqué qu'Adam avait été extraordinairement prudent pour les maintenir dans l'ignorance de ses activités criminelles tout en utilisant leur entreprise légitime comme couverture pour ses opérations. L'attention médiatique était intense, mais a finalement justifié mes tentatives d'exposer les crimes d'Adam.
Les reportages détaillaient le coup monté sophistiqué qu'il avait construit contre moi et le vaste réseau criminel qu'il exploitait à travers notre entreprise familiale. La communauté qui m'avait rejeté a commencé à comprendre que j'avais été la victime plutôt que l'auteur. Adam a été accusé de détournement de fonds, de blanchiment d'argent, de tentative de meurtre, de terrorisme et de complot, des accusations qui entraîneraient probablement une peine de plusieurs décennies dans une prison fédérale. Ses associés criminels faisaient face à des accusations similaires et tout le réseau de blanchiment d'argent a été démantelé grâce à l'action coordonnée des forces de l'ordre. Alors que je me tenais à l'extérieur du tribunal après la mise en accusation d'Adam, le regardant être emmené sous garde fédérale, j'ai réalisé que le frère avec qui j'avais grandi n'avait jamais vraiment existé. L'enfant chéri que notre famille avait adoré était une façade soigneusement construite cachant quelqu'un capable de la trahison et de la violence les plus extrêmes. Les procédures judiciaires qui ont suivi l'arrestation d'Adam ont été rapides et décisives. Les procureurs fédéraux disposaient de preuves accablantes de ses crimes, y compris les enregistrements de notre confrontation et une documentation financière détaillée de ses activités criminelles. L'avocat de la défense d'Adam lui a conseillé d'accepter une négociation de peine plutôt que de faire face à un procès pour des accusations pouvant entraîner la prison à vie. Adam a finalement été condamné à 15 ans de prison fédérale pour détournement de fonds, blanchiment d'argent, tentative de meurtre et terrorisme. Le juge a décrit ces crimes comme une profonde trahison de la confiance familiale et a noté que sa volonté d'assassiner ses propres parents révélait une absence totale de caractère moral. Plusieurs de ses associés criminels ont reçu des peines similaires, démantelant efficacement tout le réseau de blanchiment d'argent. Le fait que mon nom soit complètement blanchi m'a apporté à la fois un soulagement et un étrange sentiment de vide. Pendant des mois, je m'étais battu pour prouver mon innocence et exposer la vérité sur les crimes d'Adam. Maintenant que justice avait été rendue, je devais trouver comment reconstruire une vie qui avait été complètement détruite par sa trahison et sa manipulation. Mes parents, Sarah et Robert, ont suivi une thérapie familiale intensive avec moi pour aborder les décennies de favoritisme qui avaient permis la manipulation d'Adam et endommagé nos relations. Les séances ont été douloureuses mais nécessaires, nous forçant à affronter des vérités inconfortables sur nos dynamiques familiales et les façons dont nous avions tous contribué au dysfonctionnement. Sarah a reconnu que son favoritisme envers Adam avait été extrême et injuste, admettant qu'elle avait constamment rejeté mes réussites tout en trouvant des excuses aux échecs d'Adam. Elle a reconnu que son soutien inconditionnel avait en fait nui à Adam en l'empêchant de développer un véritable caractère et une responsabilité pour ses actes. Robert a eu plus de mal à accepter son rôle dans les problèmes familiaux, mais a fini par reconnaître que ces comparaisons constantes entre ses fils avaient créé une dynamique de compétition malsaine. Il a réalisé que son rejet de mon intérêt pour l'entreprise familiale avait été basé sur des préjugés plutôt que sur une évaluation légitime de mes capacités. Le processus de thérapie a pris près d'1 an, mais progressivement, nous avons commencé à développer des relations plus saines basées sur le respect mutuel plutôt que sur le favoritisme et le ressentiment. Mes parents ont fait de véritables efforts pour comprendre mon point de vue et me traiter comme un égal plutôt que comme le fils aîné décevant qu'ils avaient toujours vu. Avec mon nom complètement blanchi et ma réputation professionnelle restaurée, j'ai reçu des offres d'emploi de plusieurs cabinets comptables prestigieux qui ont été impressionnés par mon intégrité pendant l'enquête. J'ai finalement accepté un poste d'expert comptable judiciaire, spécialisé dans la fraude en entreprise familiale, utilisant mon expérience douloureuse pour aider d'autres familles à identifier et prévenir des crimes similaires. Mon travail en jury comptabilité s'est avéré à la fois financièrement gratifiant et émotionnellement satisfaisant. J'ai aidé des dizaines de familles à récupérer des actifs volés et à reconstruire leurs entreprises après avoir découvert des vols internes et des fraudes. Chaque cas me rappelait ma propre expérience tout en me permettant d'utiliser mes compétences professionnelles pour empêcher d'autres de subir des trahisons similaires. L'expertise que j'ai développée dans les cas de fraude en entreprise familiale m'a conduit à témoigner devant des comités d'État et fédéraux sur la nécessité de protection plus forte contre les crimes financiers internes. J'ai travaillé avec des législateurs pour élaborer de nouvelles lois exigeant une surveillance indépendante des entreprises familiales au-delà d'une certaine taille, aidant à prévenir le type de vol systématique qu'Adam avait perpétré. Mes relations personnelles ont également commencé à guérir à mesure que la vérité sur la manipulation d'Adam est devenue largement connue. Jessica m'a contacté pour s'excuser d'avoir cru ses mensonges à mon sujet, reconnaissant qu'elle aurait dû faire confiance à sa connaissance de mon caractère plutôt que d'accepter des preuves fabriquées. Bien que nous n'ayons pas repris notre relation amoureuse, nous avons pu reconstruire notre amitié sur la base du respect et de la compréhension mutuelle. Les relations professionnelles que j'avais perdues pendant l'enquête ont été progressivement restaurées à mesure que les collègues et les clients ont appris le coup monté sophistiqué qu'Adam avait construit contre moi.
de nombreuses personnes de notre communauté d'affaires ont exprimé leur admiration pour ma persévérance à exposer la vérité malgré la pression écrasante d'accepter le blâme pour des crimes que je n'avais pas commis. J'ai commencé à fréquenter la détective Maria Santos, qui avait initialement enquêté sur moi pour les crimes d'Adam, mais qui avait finalement aidé à exposer la vérité sur ses activités criminelles. Notre relation s'est développée lentement alors que nous faisions tous deux face aux défis professionnels et personnels créés par l'affaire, mais nous avons découvert que notre expérience partagée avait créé une compréhension et une confiance profonde. 3 ans après la condamnation d'Adam, Maria et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté mes parents, qui avaient véritablement changé leur approche des relations familiales. Le mariage était une célébration de nouveaux départs et de dynamique familiale saine, représentant la possibilité de guérison, même après une trahison et une manipulation profonde. Mes parents ont travaillé pour reconstruire leur entreprise de construction avec des pratiques éthiques et des procédures comptables transparentes conçues pour prévenir tout futur crime financier. Ils ont établi un programme d'actionnariat salarié qui donnait aux travailleurs une part du succès de l'entreprise tout en garantissant qu'aucune personne ne pourrait manipuler les systèmes financiers. Robert et Sarah sont également devenus des défenseurs de la reconnaissance et de la prévention du favoritisme de l'enfant chéri dans les familles, s'exprimant lors de conférences parentales sur les dangers de montrer une préférence constante pour un enfant par rapport aux autres. Ils ont partagé leur histoire comme une mise en garde sur la façon dont le favoritisme peut permettre la manipulation et empêcher les parents de voir la vraie nature de leurs enfants. J'ai maintenu un contact limité avec Adam pendant son incarcération, lui rendant visite occasionnellement pour offrir la possibilité du pardon tout en maintenant des limites claires sur les comportements acceptables. Adam n'a initialement montré aucun remords pour ses crimes, continuant à me blâmer pour sa chute et exprimant de la colère face à la destruction de ses plans. Avec le temps, cependant, les programmes de thérapie en prison ont commencé à avoir un effet sur la volonté d'Adam d'accepter la responsabilité de ses actes. Il a fini par m'écrire une lettre reconnaissant la douleur qu'il avait causée et demandant un éventuel pardon, bien qu'il comprenne que reconstruire toute relation nécessiterait des années de changement démontrés dans son caractère et son comportement. L'enquête criminelle avait révélé que les crimes d'Adam étaient encore plus étendus que nous ne l'avions initialement découvert. Les agents fédéraux ont trouvé des preuves qu'il prévoyait de me faire porter le chapeau pour de multiples meurtres d'associés commerciaux qui avaient découvert ses activités criminelles. La profondeur de sa tromperie et sa volonté de détruire des vies innocentes étaient vraiment stupéfiantes. J'ai utilisé mon expérience pour écrire un livre sur la fraude financière familiale qui est devenu un best-seller et a aidé des milliers de familles à reconnaître les signes avant-coureurs de vol interne et de manipulation. Le livre détaillait non seulement les aspects financiers des crimes en entreprise familiale, mais aussi les tactiques de manipulation psychologique qui leur permettaient de continuer sans être détectés. Ma pratique de comptabilité judiciaire s'est développée pour inclure la formation d'officiers de police sur la reconnaissance et l'enquête sur la fraude en entreprise familiale. J'ai développé des programmes éducatifs qui ont aidé la police et les procureurs à comprendre les défis uniques des cas où les membres de la famille sont à la fois victimes et complices potentiels de crimes financiers. L'organisation à but non lucratif que j'ai aidé à créer a fourni un soutien et des ressources aux familles touchées par des crimes financiers internes. Nous avons offert des services de conseil, une assistance juridique et une aide à la planification financière pour les familles essayant de se reconstruire après avoir découvert que des membres de la famille de confiance les avaient trahis par le vol et la fraude. 5 ans ont passé depuis qu'Adam a été condamné à la prison fédérale, et ma vie aujourd'hui ne ressemble en rien au cauchemar que j'ai enduré durant ces mois sombres, quand ma famille croyait que j'étais un criminel et que ma réputation était détruite par des mensonges soigneusement construits. Le voyage depuis ce couloir du tribunal où j'ai regardé mon frère être emmené menottes au poignet jusqu'à la vie que j'ai bâtie aujourd'hui représente une transformation que je n'aurais jamais pu imaginer. Maria et moi avons maintenant 2 beaux enfants, Emma et James, qui grandissent dans un foyer où l'honnêteté et l'équité sont des valeurs fondamentales. Nous sommes déterminés à les élever sans le favoritisme et la manipulation qui ont empoisonné mon enfance, veillant à ce que les 2 enfants sachent qu'ils sont également aimés et valorisés pour leurs qualités individuelles plutôt que comparés l'un à l'autre. Mes parents, Sarah et Robert, sont devenus des grands-parents dévoués qui traitent Emma et James avec une affection et une attention égales. La transformation de leur approche parentale a été remarquable à observer. Ils parlent ouvertement avec nos enfants des erreurs qu'ils ont commises avec Adam et moi, utilisant leur expérience comme outil pédagogique sur l'importance de traiter tous les membres de la famille équitablement. L'entreprise de construction que mon père a bâtie s'est non seulement remise du scandale, mais a prospéré sous de nouvelles pratiques de gestion éthique. Robert a mis en œuvre des systèmes comptables transparents et des procédures de surveillance par les employés qui empêchent toute personne seule de manipuler les finances de l'entreprise. L'entreprise est devenue un modèle pour les sociétés familiales cherchant à prévenir la fraude interne.
Ma pratique de comptabilité judiciaire s'est étendue pour inclure des bureaux dans 3 États. Avec une équipe de spécialistes qui aident les familles à se remettre d'une trahison financière et à reconstruire leurs entreprises, nous avons récupéré plus de 50 millions de dollars d'actifs volés pour nos clients. Et notre travail a conduit à la poursuite de dizaines de membres de la famille qui ont trahi la confiance de leurs proches par le vol et la fraude. Les programmes éducatifs que j'ai développés sont maintenant enseignés dans les écoles de commerce et les académies de police à travers le pays. Ces cours aident les futurs comptables, avocats et policiers à comprendre les dynamiques psychologiques et financières uniques des crimes en entreprise familiale, améliorant leur capacité à enquêter et à poursuivre ces cas complexes. Adam a terminé ses 5 premières années en prison fédérale et a commencé à participer à des programmes de réhabilitation qui se concentrent sur la prise de responsabilité de ses actes et le développement de l'empathie pour ses victimes. Ces lettres m'ont montré des progrès graduels vers la compréhension de l'impact dévastateur de ces crimes sur notre famille et notre communauté. Bien que j'ai choisi de maintenir un contact limité avec Adam et de lui offrir la possibilité d'un pardon éventuel, j'ai également été clair sur les limites nécessaires pour protéger ma propre famille. Toute relation future dépendra de son engagement démontré à changer son caractère et à réparer le mal qu'il a causé. Le livre que j'ai écrit sur l'expérience de notre famille est devenu un best-seller et a été traduit en 12 langues, aidant des familles du monde entier à reconnaître et prévenir des trahisons similaires. Le succès du livre a assuré la sécurité financière de ma famille tout en sensibilisant aux signes avant-coureurs de la fraude financière familiale. La carrière de Maria dans les forces de l'ordre a prospéré alors qu'elle devenait une spécialiste des enquêtes sur les crimes financiers complexes impliquant des membres de la famille. Son travail a été reconnu au niveau national et elle intervient fréquemment lors de conférences sur l'importance de reconnaître les tactiques de manipulation utilisées par les criminels pour monter les membres de la famille les uns contre les autres. Nos enfants, Emma et James, sont maintenant assez grands pour comprendre des versions adaptées à leur âge de notre histoire familiale et nous l'utilisons pour leur enseigner l'importance de l'honnêteté, de l'intégrité et du traitement équitable de toutes les personnes, quelles que soient leurs relations ou leurs circonstances. Ils comprennent que le véritable amour signifie parfois tenir les gens responsables de leurs actes plutôt que de permettre un comportement destructeur. L'organisation à but non lucratif que nous avons aidé à créer s'est développée pour servir des familles dans 30 États, fournissant des conseils, une assistance juridique et des services de planification financière aux familles se remettant de fraude interne et de vol. L'organisation a aidé plus de 2000 familles à reconstruire leur vie après avoir découvert que des parents de confiance les avaient trahis. Ma relation avec mes parents continue de se renforcer alors que nous travaillons ensemble sur des projets qui aident d'autres familles à éviter les erreurs que nous avons commises. Sarah et Robert parlent régulièrement lors de conférences des dangers du favoritisme dans les familles, partageant leur histoire comme une mise en garde sur la façon dont le traitement préférentiel peut permettre la manipulation et empêcher les parents de voir leurs enfants clairement. La communauté qui m'avait autrefois rejeté sur la base des mensonges d'Adam m'a accueilli à nouveau avec un respect et une admiration sincère pour ma persévérance à exposer la vérité malgré la pression écrasante d'accepter le blâme pour des crimes que je n'avais pas commis. Les chefs d'entreprise locaux me consultent fréquemment sur la mise en œuvre de garanties contre la fraude interne dans leurs propres entreprises. La leçon la plus profonde que j'ai tirée de cette expérience est que le véritable amour familial exige la responsabilité plutôt que la complaisance inconditionnelle. Le favoritisme de mes parents envers Adam n'était pas vraiment de l'amour. C'était une forme de négligence qui l'a empêché de développer un véritable caractère et une boussole morale. Leur volonté d'excuser ses échecs et de me blâmer pour ses problèmes nous a finalement nui à tous les deux de manière différente mais significative. J'ai réalisé que le pardon ne signifie pas oublier ou prétendre que les actions nuisibles n'ont pas eu lieu. Au lieu de cela, le pardon signifie choisir de libérer le ressentiment tout en maintenant des limites appropriées pour prévenir de futurs dommages. J'ai pardonné à mes parents et même à Adam. Mais ce pardon coexiste avec des limites claires sur les comportements acceptables et des conséquences pour les violations de confiance. L'expérience m'a appris que l'intégrité et la persévérance triomphent finalement même de la tromperie et de la manipulation les plus sophistiquées. Les mensonges d'Adam étaient élaborés et convaincants, mais la vérité finit par émerger lorsque les gens s'engagent à la découvrir, quel qu'en soit le coût personnel. Ma volonté de tout risquer pour exposer ces crimes a finalement sauvé non seulement ma propre réputation, mais potentiellement de nombreuses autres vies. Peut-être plus important encore, j'ai appris que la guérison familiale est possible même après une trahison profonde, mais seulement lorsque toutes les parties sont prêtes à reconnaître leurs erreurs et à s'engager à des changements fondamentaux de comportement. Les relations familiales que j'ai aujourd'hui avec mes parents et ma nouvelle famille avec Maria et nos enfants sont plus saines et plus honnêtes que tout ce que j'ai connu en grandissant. Mon histoire est devenue un témoignage du pouvoir de la vérité et de la possibilité de rédemption même dans les circonstances les plus sombres.
L'enfant chéri qui semblait tout avoir s'est révélé être vide à l'intérieur, tandis que le fils oublié qui luttait pour la reconnaissance a trouvé force et but à travers l'adversité. Aujourd'hui, alors que je regarde mes enfants jouer dans le jardin de notre maison, je suis reconnaissant pour le voyage douloureux qui m'a mené à ce lieu de paix et de détermination. Le cauchemar de la trahison d'Adam a finalement conduit à une vie plus riche et plus significative que tout ce que j'aurais pu accomplir si notre famille avait continué sur la voie du favoritisme et du déni. Avez-vous déjà vécu du favoritisme dans votre famille? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a dû faire face au fait d'être éclipsé par un enfant chéri? Comment pensez-vous que les familles peuvent reconnaître et prévenir le genre de dynamiques destructrices qui ont permis la manipulation d'Adam? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies sur les défis familiaux et la rédemption, et à la partager avec quiconque pourrait bénéficier de comprendre comment le favoritisme familial peut avoir des conséquences dévastatrices. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage et j'espère que le partage de mon expérience aidera d'autres familles à bâtir des relations plus saines et plus honnêtes, basées sur l'amour véritable et la responsabilité plutôt que sur le favoritisme destructeur.